Le cercle RH, notre débat, je vous présente mes invités dans quelques instants. On va s'intéresser au télétravail et à ses conséquences. J'ai lu dans la presse un article de l'Express où on nous disait que le télétravail était rentré dans les mœurs et qu'il fallait maintenant s'adapter à cette situation. On va en parler. Ça a modifié les espaces de travail, évidemment, et la relation des salariés avec leur travail et avec leur DRH. Justement, qu'est-ce que ça change évidemment pour les DRH? Est-ce qu'elles sont obligées de faire des tableaux Excel très complexes de présence, de tableaux informatiques? Parce que c'est une vraie question. Il y aura le Flex Office, évidemment, dont on va parler. C'est la révolution du travail et des espaces de travail. Et on en parle avec mes invités. Caroline Diard, merci d'être avec nous. Enseignante, chercheuse en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens. Vous avez mené une étude approfondie justement sur ces transformations pendant le Covid, on est d'accord? Pendant le confinement. Pendant le confinement, donc vous avez sondé les cœurs des salariés pour savoir comment ils étaient et qu'est-ce qu'ils attendaient finalement lorsqu'on sortirait de cette crise. On en sort, on en est sorti. Merci d'être avec nous. Ingrid Nappi, merci de revenir sur le plateau, car vous êtes déjà venues toutes les deux sur le plateau. Professeur à l'ESSEC, titulaire de la chaire Workplace Management. Et vous aussi, vous avez fait une enquête approfondie sur, on va comparer peut-être vos chiffres, sur la relation des salariés à leurs espaces, parce que vous êtes extrêmement centré sur les espaces de travail, la manière dont on travaille et où on travaille, évidemment. Puis dans quelques instants, nous serons avec Virginie Achard. Vous vous connaissez toutes, parce que vous avez écrit des livres. Virginie Achard, enseignante, chercheuse et doyenne déléguée à l'EM Normandie. Je voudrais préciser que Caroline Diard a écrit 28 missions opérationnelles de GRH, qui est au cœur du sujet. C'est à vous que je pose la question, évidemment, en premier. Votre livre est assez concret. Vous dites qu'il y a 28 missions face auxquelles la DRH elle est confrontée à des nouvelles situations. Qu'est-ce qui a changé pour les DRH qui sont en poste, j'allais dire, en cette rentrée de septembre? Qu'est-ce qui a changé pour elles ou pour eux? Énormément de choses ont changé. Les DRH ont été largement décriés pendant le confinement parce qu'ils devaient pallier au plus urgent pendant la crise, mettre en place des mesures de protection des collaborateurs, mettre en place le télétravail. Et on a eu l'idée justement de faire cette étude pour montrer que le service RH est au centre de l'entreprise et est au cœur de la relation managériale. On n'en a jamais autant parlé des DRH. C'est un métier qui a émergé même dans l'actualité quotidienne. Exactement. On a montré à quel point l'information, la formation, la communication est importante dans la perception d'une relation juste, équitable en situation de crise. Étant donné que les DRH se sont bien impliqués dans la mise en place de nouvelles pratiques, les salariés ont moins résisté au changement et ils ont mieux vécu finalement cette période de télétravail qui est une période de télétravail contraint et dégradé. Oui, parce qu'il y a cette période où tout le monde était obligé de rentrer chez lui avec les moyens du bord, en mettant sa chaise de bureau comme il pouvait, puis branchant l'ordinateur. Là, on est passé sur une autre étape, organisée et structurée. Ingrid Nappi, je vous donne la parole, et puis on donnera la parole à Virginie Achard, mais vous êtes aussi très centré sur la façon dont on travaille. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution? Est-ce que, comme j'évoquais cet article de l'Express à découvrir, le télétravail est entré dans les mœurs et il va falloir que les DRH et que l'organisation s'adapte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce qu'on est encore sur un moment d'hésitation? C'est en effet complexe. Je pense qu'on est dans une révolution, en effet, une nouvelle révolution qui est liée à la crise sanitaire. Le télétravail de subi, maintenant il va être choisi. C'est actuellement cette époque que nous vivons. Mais on voit bien aussi qu'il s'accompagne d'un nouvel espace de travail qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir du télétravail et du flex. Or la question du flex... vous dites déjà le flex, vous mettez les pieds dans le plat. Ah, j'ai dit le flex, le flex. Non, mais il faut prononcer, mais c'est pas le mot que les salariés préfèrent, le flex. Bien juste, mais il est là le débat, il est là le problème, ou la question, c'est comment à la fois télétravailler et retrouver son bureau. Oui. Mais retrouver son bureau, le sien, si je peux me permettre. Voilà, un bureau, un poste de travail attitré. Avec donc, son petit mug et sa petite photo. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que le DRH, qui normalement gère les ressources humaines ou les richesses humaines, il y a un débat sur est en train de gérer aussi les ressources immobilières de l'entreprise indirectement. Quand j'évoquais le tableau Excel, c'était vraiment le tableau sur application en disant est-ce que Jean-Pierre sera bien au poste B1? Est-ce que Gilles sera bien au B5? Enfin, mais il en est rendu à faire ça, le DRH, quoi. Oui, il faut qu'il parle avec le directeur immobilier. Et ça, c'est pas forcément évident. Oui, dans les grosses entreprises, quand il y a le directeur immobilier, vous
vouliez intervenir. Ça va nécessiter en fait une sorte d'agilité. Alors agilité dans l'espace, là c'est l'objet effectivement de vos travaux, mais agilité sur la relation managériale. Parce que travailler en mode hybride, ça veut dire effectivement travailler à la fois en présentiel et à distance. Alors à distance, c'est à la maison, mais ça peut aussi être dans un espace qu'on appelle un tiers-lieu. Un tiers-lieu. Un espace de coworking. Absolument. Et ça doit être organisé. Et qui va organiser ça? Alors effectivement, il y a des gens au niveau des services généraux, mais les DRH vont quand même être à nouveau en première ligne sur la négociation de guides pratiques, de notes de service, et puis dans le meilleur des mondes, négociation d'accords qui permettront d'organiser ce rapport hybride au travail. Virginie Achard, vous n'allez pas dire le contraire parce que vous avez travaillé avec Caroline Diard et que vous connaissez toutes sur cette question de la révolution du travail et de la manière dont le DRH doit s'adapter. On est en train de basculer dans une autre manière à la fois de travailler et j'allais presque dire même de regarder son travail. Complètement, et il faut également prendre en compte la dimension individuelle, c'est-à-dire qu'on a constaté aussi dans nos études qu'il y a une différence de maturité dans l'approche du télétravail. Certains ont beaucoup télétravaillé, d'autres moins, et donc les DRH doivent aussi tenir compte de cette expérience personnelle du télétravail dans l'approche individuelle. Vous vouliez intervenir, Ingrid? Oui, je pense que le télétravail n'est pas vécu de la même façon par tout le monde. Que ce soit par les générations d'âge, que ce soit également par sexe. les CSP, par le sexe également. Oui. C'est un peu les travaux que nous avons menés dans le cadre de cette chaire Les cadres, avec mon bureau post-Covid. Voilà. En fait, les cadres, ils étaient déjà Vous avez habitués. commencé, oui. Ils avaient déjà un recul et ils ont les moyens de pouvoir télétravailler chez eux de manière très confortable. Et c'est pour ça que la question des tiers-lieux est intéressante, mais en même temps, un tiers-lieu, c'est aussi un endroit de flex déguisé, puisqu'on n'a pas de poste de travail attribué. C'est vrai, mais plus assumé, si je peux me permettre. Alors que quand on est chez soi, il est attribué. Il est attribué. Et quand on est dans son entreprise, excusez-moi de le dire abruptement, on estime que l'entreprise nous doit un espace qui nous est dédié. Alors c'est pour ça que le tiers-lieu est une solution. C'est vrai, c'est vrai. À quel prix ? À quel prix ? On va venir sur la question des coûts, parce qu'il y a un vrai débat sur les indemnisations, sur le code du travail. Tout ça se met en place doucement. Oui, la solution, c'est le tiers-lieu ? Vous qui avez observé cette... Alors, je ne dirais pas que la solution idéale, c'est le tiers-lieu. Je pense que la solution idéale, c'est la solution qui convient à une organisation. Donc, une organisation, c'est un collectif avec des personnes qui la composent. Et vous l'avez mentionné, effectivement, est-ce qu'on a des hommes, est-ce qu'on a des femmes, est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt jeunes, plutôt en fin de carrière, est-ce que c'est plutôt des cadres, etc. Et c'est à ça qu'il faudra s'adapter. Et dans notre étude, on a bien vu au niveau des répondants qu'il y a une distinction très claire entre ceux qui avaient déjà expérimenté le télétravail avant le confinement, ce qu'on appelle les experts, et puis ceux qui n'avaient pas expérimenté le télétravail après le confinement et qui sont plutôt les novices. 45%, on a quelques chiffres qui sont intéressants. Alors évidemment, il y a beaucoup de chiffres, les études ANDRH, il y a vos travaux. 45% des femmes ont plutôt bien vécu le télétravail contre 52% pour les hommes. Puisqu'on évoquait le distinguo homme-femme. Pour les femmes, on l'a vu, on l'a déjà dit, c'était plus dur pour certaines d'entre elles, seules parfois, devant tout faire. Ou seules ou devant gérer aussi les enfants. Exactement. C'était une crise, donc normalement les enfants sont censés être regardés. Sauf que les enfants n'étaient pas à l'école, rappelez-vous. Voilà, c'est parce que c'est la crise. Indépendamment de ça, ça demande aussi une certaine organisation. Ça demande des outils aussi informatiques, de la logistique, notamment je pense à des systèmes d'impression, etc. Donc le télétravail, oui, mais à quelle dose, ça va être ça le sujet. Et aussi à quel prix, on y reviendra, parce qu'il y a des revendications. Retrouver quoi au bureau Retrouver quoi au bureau? C'est vrai. Oui, parce que le télétravail a généré des inégalités. Les DRH doivent s'interroger sur ces inégalités, puisqu'on ne doit pas avoir d'inégalités dans une entreprise. Excusez-moi, Caroline, il y en a une évidente, il y a ceux qui sont postés et qui sortent des documents et qui sont dans la zone, je dirais, industrielle de l'entreprise, et puis il y a tous les cadres qui, eux, ne viennent pas dans l'entreprise. Donc il y a déjà une forme d'inégalité, par le poste même. Il y a une distinction d'éligibilité, je n'irai pas jusqu'à dire inégalité, mais le télétravail a quand même créé, et notamment pendant le confinement, des inégalités hommes-femmes, on l'a vu, augmentation de la charge mentale pour les femmes qui ont dû gérer la famille, les enfants, la cuisine, le ménage et un poste de travail. L'effet loupe du Covid. Voilà. Exactement. Ça a été, donc on a effectivement... alors j'ai conduit plusieurs études sur l'émergence des risques psychosociaux qu'on n'avait absolument pas anticipé avant. Donc des burn-out, des problématiques d'angoisse, de stress, du harcèlement. Des gens qui n'étaient pas harceleurs auparavant se sont révélés sous l'effet loupe
de l'enfermement, du confinement, se sont révélées être des Tournant en rond, déviantes. en voyant en permanence Effectivement. Et on a une forme de contrôle qui est apparue, qui est contraire aux résultats qu'on avait menés d'ailleurs avec Virginie avant la crise, où on avait conclu à absence de contrôle et plutôt autocontrôle. Pendant la crise, on est plutôt sur du contrôle. On va parler des contraintes, et puis il y a quand même des débats juridiques qui sont sur le bureau des DRH, parce que les salariés, par la voix de syndicats d'ailleurs, puisque le dialogue social s'est emparé de cette question, avec une étude de la CGT assez passionnante sur les risques psychosociaux. Ils évoquaient ces débats. Juste d'un mot, Virginie, sur ce débat de clivage jeunes, cadres supérieurs plus vieux, hommes, femmes. Il y a un clivage social, il y a un clivage économique entre celui qui peut télétravailler puis celui qui n'y a pas droit, tout simplement parce qu'il ne peut pas, parce que son poste l'empêche de pouvoir travailler à distance. Alors oui, il y a un certain clivage au niveau des postes, des fonctions. Il est évident que certaines fonctions sont beaucoup plus propices au télétravail que d'autres. Donc effectivement, les fonctions des RH doivent aussi, si vous voulez, adapter les formes de télétravail au poste pour ne pas donc créer d'inéquité, comme disait Caroline, pour essayer effectivement d'avoir une certaine justice organisationnelle dans le traitement des salariés. Donc tous ces éléments-là doivent effectivement entrer en compte dans le dialogue social. Et certains, effectivement, autant ont bien vécu le télétravail, d'autres aussi peuvent l'avoir vécu de manière complètement contrainte. Ouais. Et tout cela, donc tous ces éléments-là doivent effectivement rentrer dans le débat en entreprise. Ingrid, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voudrais rajouter, on entend souvent que le télétravail va devenir un outil pour les RH pour capter les jeunes talents. Oui. Là, je pense qu'il y a également un débat à avoir, c'est notamment, enfin nous, ce qu'on a pu voir dans nos études, c'est que les plus jeunes, ont besoin d'être au bureau pour avoir un réseau, pour se créer un réseau social, pour se rencontrer. Or, ce qu'on peut entendre aussi de la part de certains DRH, c'est de dire si on offre plus de télétravail, ça va au contraire attirer des jeunes talents qui sont plus numérisés, etc. C'est ce qu'on dit. Si on le met dans la fiche recrutement 2 jours télétravaillables, est-ce que ça attire ou pas les talents ? Ça va être la question. C'est un élément de marque employeur. Bah oui, voilà. Mais c'est une question. Vous avez la réponse ? Parce que moi j'ai le sentiment, à travers les invités qu'on reçoit, que c'est quand même un élément de marque employeur. Oui, c'est un élément. Oui, mais alors justement, on le voit nous dans les résultats. Oui, mais dans les résultats, on voit justement l'inverse, c'est que les jeunes veulent retourner au bureau, les jeunes veulent être au bureau pour avoir des réseaux professionnels, se faire des copains, bah oui. Connaître les gens dans l'entreprise. Ils viennent de sortir de l'école, il faut bien qu'ils rencontrent le secteur. Enfin, ils veulent prolonger ce qu'ils ont vécu sur les campus, c'est-à-dire avoir une vie sociale, une vie de groupe, ça, c'est très important. Qui évidemment s'est délitée avec le Covid. Sur le volet, je dirais, revendicatif. Sur la culture d'entreprise Virginie, également. Allez-y. Oui. Elle est avec nous, Virginie, en direct. Ben oui, bah oui. Oui. Je voulais rajouter également l'aspect culture d'entreprise, parce que on parle des jeunes effectivement qui veulent effectivement revenir en entreprise, mais on a aussi la problématique des nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, il faut les acculturer à l'entreprise, donc ils ont besoin d'être là aussi. Donc la problématique du télétravail, elle doit vraiment être contextualisée en fonction des profils, des postes, mais effectivement aussi de la politique d'entreprise dans l'acculturation des nouveaux entrants. Juste ce chiffre qui va nous amener à un autre chapitre intéressant, parce qu'il y a quand même un débat entre ce télétravail ultra contrôlé et puis ce télétravail, je dirais presque très horizontal, où le salarié retrouve une autonomie, un bien-être, le bonheur de ne pas être contrôlé. Il y a 84% des télétravailleurs qui se disent satisfaits selon cette étude de leur expérience, donc c'est quand même une très large majorité. Et puis quand on prend dans ce sondage Odoxa qui date de 2020, donc ou 2021, sur les Français et la qualité de vie au travail, il y a plusieurs items que vous avez évoqués. 96% veulent une meilleure réflexion sur l'équilibre vie perso, vie pro, essentiel. 89% sur le lien social, puisqu'on évoquait les jeunes, et 88% sur les risques de burn-out, 80% sur la formation et 80% sur le management à distance. Il y a quand même plusieurs sujets. Il y a à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et on n'évoque pas non plus l'espace de travail quand on retourne au bureau, parce que c'est forcément couplé. C'est ce qu'on appelle l'hybride. Ça veut dire que les entreprises ont déjà muté dans la façon dont... réfléchir, bien sûr. On est d'accord. On n'a pas encore muté. C'est la raison pour laquelle, Caroline, probablement... on réduit les espaces. On réduit beaucoup les espaces, effectivement, mais on organise un travail qui est moitié-moitié. Donc, de temps en temps, on est sur place et on a un lien social, on n'est pas isolé. Et puis, on est aussi parfois à la maison et on évite du temps de transport. Une forme de bien-être. On est plus concentré. Donc, effectivement, dans un monde idéal, ce serait un monde hybride. C'est ça. Mais il est hybride, d'ailleurs, dans les accords qui ont été signés. C'est 2 jours, 3 jours.
Beaucoup. On a hybridé. Il y a Boursorama, puisqu'on l'évoquait hier, Oui, qui Boursorama. s'est mis à 100% télétravail, mais c'est une entreprise de service qui ne produit rien de particulier. Sur les revendications des salariés, le Code du travail. Alors, on sort un tout petit peu du sujet, mais c'est important. Indemniser les salariés pour leurs dépenses liées au télétravail, le chauffage, le café, tous ces sujets très pratico-pratiques. L'entreprise et la DRH, là aussi, elle est en première ligne. On vient la voir, Mais on c'est lui pour dit, ça qu'on parle écoutez, de tiers-lieu. c'est ça. C'est une solution, le tiers-lieu, puisque là... Une carte. Voilà, exactement. Oui. Mais voilà, mais tout le monde n'a pas envie de travailler non plus en tiers-lieu, puisque le tiers-lieu, c'est un espace de coworking qui peut être parfois bruyant, alors que le salarié, quand il veut travailler chez lui, c'est pour se concentrer. En général. Et d'ailleurs, c'était intéressant, on ne l'a pas évoqué, mais pourquoi on retourne au bureau quand on a fait du télétravail? Est-ce que c'est pour se rencontrer ou c'est pour se concentrer? Pour Ça se aussi, rencontrer. Non, justement. Non, On voit aussi que généralement, c'est surtout pour se concentrer. C'est parce pour qu'on travailler ne peut plus, ensemble. Ensemble. Oui. pas forcément non plus toujours ensemble, c'est en tout cas pour avoir un espace de travail où on peut travailler et se concentrer. Et on voyait bien en fonction des CSP, pour les cadres dirigeants, c'est pour parler, se rencontrer. Pour les autres, c'est pour se concentrer enfin et avoir un moyen de travailler différemment qu'à la maison. Attendez, si je vous entends bien, ça veut dire que quand ils sont chez eux, ils ne peuvent pas se concentrer. C'est ce que vous dites. Ben, vous l'avez évoqué vous-même en parlant de porosité l'espace entre le temps de travail et le temps personnel. Oui, non, l'idée, là, excusez-moi, dans les 96%, pour approfondir, c'est que ce sont des salariés, femmes ou hommes d'ailleurs, qui veulent trouver le juste équilibre. Pendant 20 ans, ils ont été cadres en faisant des heures. Et là, grâce au Covid, peut-être, ils ont découvert l'idée qu'ils pouvaient aussi prendre une demi-heure pour aller chercher leurs enfants à l'école. Ils pouvaient aussi trouver un cadre de vie plus confortable. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils envisageaient le lien vie pro, vie perso. Non ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une révolution. Après, ça a Vous parlez soulevé, des cadres. Vous l'avez dit, ça a soulevé énormément de débats sur la question des frais, Bah, bien sûr. qui sont les frais professionnels. Après, la règle de droit, elle est simple. C'est tout euro que vous investissez dans le cadre de vos missions et pour votre travail et pour votre entreprise doit vous être remboursé sous forme d'une note de frais. C'est très simple en fait. Sur le papier, c'est très simple. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça peut créer effectivement des jalousies, des inégalités. Qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas? Alors l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, oui, qui a été récemment publié là, au mois d'avril, donne des précisions. Mais c'est juste des précisions. D'où la nécessité pour les DRH d'engager le dialogue social, de négocier des accords sur ce sujet et de bien réfléchir à tout. Et effectivement, la notion de tiers-lieu est une solution parce qu'on ne parle plus de frais finalement. Mais, mesdames, vous qui, en tant que chercheuse, professeure, qui étudiez finalement ces environnements presque sociologiquement, les salariés en très grande majorité sont très contents, très satisfaits du télétravail. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres en face des managers et des patrons et des CEO? Est-ce qu'ils ont la même joie quand ils parlent du télétravail? Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous concernant, vous dites la majorité des salariés sont très contents. Moi j'ai un chiffre. Selon cette enquête-là, oui, mais il y a beaucoup d'enquêtes. Donc là, vous parlez de quelle enquête? Il y a tellement d'enquêtes. Donc il y a des enquêtes qui disent le contraire. Alors, si on est chercheur, on doit quand même bien regarder les sources, donc c'est intéressant. Donc il n'y a pas d'unanimisme sur... Non. D'accord. Bon, vous avez une enquête qui est une enquête Caroline. très large, qui n'est pas une enquête conduite par des académiques, de la recherche. Après, on sent les chercheuses là. Globalement, sur la recherche, il y a plusieurs choses qui ressortent et on travaille sur ce qu'on appelle du longitudinal. D'accord. Donc les résultats qu'on avait avant, pendant et après ne sont pas les mêmes. Donc là, vous avez un instant T, une étude effectivement qui est sur plusieurs milliers de personnes. Donc ça donne une idée, ça donne une photographie effectivement d'une aptitude de la population à télétravailler et d'une ouverture sur le sujet. Après, si on creuse un peu, effectivement, on voit que les salariés vont déclarer des formes d'isolement, du stress, de l'inquiétude. Et là, pour on a la proportion. On est sur un second degré, donc on peut dire oui, ils sont contents de télétravailler, mais donc voilà, tout ça c'est toujours à nuancer. Et les études, c'est vrai que là il y a encore des nouvelles études qui sortent. Les chiffres changent parce que là on est en train de maintenant expérimenter un retour en présentiel avec liberté des entreprises, 2 jours. À la maison. Donc, on a une évolution, en fait, de la perception. Nous, dans notre étude, on a travaillé sur cette perception. On referait la même étude hors confinement, on aurait probablement aussi d'autres contexte résultats. différent, hors période de crise. Non subi. Voilà, non subi, on n'est pas dans une tempête émotionnelle, on est reposé, on avance comme d'habitude. Néanmoins, dans la proportion que vous évoquez, ce pourcentage de personnes insatisfaites du télétravail est plus importante que ceux qui sont satisfaits quand vous mettez toutes les études bout à bout.
Ou est-ce qu'on n'a quand même pas une majorité de salariés qui disent bah, moi, le télétravail, ça a plutôt été pas mal? Je pense que ça a ouvert les yeux à la fois aux télétravailleurs qui étaient réticents et aux entreprises qui n'en avaient pas la culture, comme l'a dit Virginie. C'est clair. Donc ça a ouvert de nouvelles perspectives. Et le terme satisfait, insatisfait est peut-être pas forcément approprié pour le coup. Parce que quand vous rejoignez une entreprise, vous avez un contrat de travail, oui. il y a un lien de subordination. Ah bah oui, avec le manager. Donc vous acceptez que vous soyez satisfait ou pas, vous acceptez vos conditions de travail. Et puis, je On pense les que accepte ou on les critique et on s'adapte. Et on s'adapte. les enquêtes qu'on a menées, Ingrid. c'était sur le télétravail subi en période de confinement. On n'a encore aujourd'hui aucun recul sur le télétravail post-confinement. Oui. Le télétravail actuellement a raison de 1 jour ou 2 jours. Donc, C'est le travail on ne hybride, peut pas de nouvelles les deux études choses. à... On veut vraiment rester... Donc on ne peut pas les vous me redonnez un rendez-vous dans 6 mois, en fait, Voilà, Ingrid exactement. Nappi. C'est de me dire Tout à que dans fait. 6 mois, on aura un recul sur le télétravail, je dirais, hors tempête. Voilà. Et surtout le télétravail associé, parce que je voyais la vie du bureau du passé. Non, le télétravail, c'est forcément associé. C'est une partie et c'est associé aux espaces de travail qu'on va occuper dans l'entreprise. Ça, Virginie Achard, c'est une question philosophique, mais ça va permettre aussi à mes 2 invités en plateau d'y réfléchir. Est-ce que c'est finalement la fin du travail telle qu'on l'a connue avant Covid? Parce que même dans la relation de subordination, du droit du travail, du temps de travail, de la manière dont j'ai envie de travailler, après tout, si j'ai envie de travailler de 22h jusqu'à 4h du matin parce que je suis au calme et parce que je suis heureux, Et je vais à la plage. et qu'est-ce qui m'en empêche? Et si je veux aller à la plage à 16h parce qu'il fait beau et que la mer est chaude? Enfin, où est le problème? Vous dites ça, c'est complètement. Je pense que c'est une vraie révolution dans effectivement la façon de travailler et d'aborder sa vie au travail. Vous dites ça, mais effectivement maintenant dans les entreprises, il y a des télétravailleurs qui peuvent être géographiquement bord de la extrêmement loin, hein, donc qui ne viennent pas forcément très régulièrement donc, dans l'entreprise. Donc ça, ce sont aussi de nouvelles formes de télétravail, hein, ce qu'on pourrait appeler le télétravail de l'extrême, donc avec des salariés peu présents dans l'entreprise, mais néanmoins qui appartiennent au personnel. Donc, je pense qu'effectivement, on est en train de vivre une révolution du travail et de ses formes. Comme l'ont dit mes collègues, eh bien, on va voir effectivement émerger de nouvelles formes hybrides où le télétravail pourra effectivement être tout ou partie du temps de travail. Donc ça, ce sera effectivement Donc le intéressant code du à travail étudier devra, Virginie, le code du travail va devoir s'adapter. Enfin, permettez-moi, mais on n'est plus dans le travail. Le code du travail est quand même issu du monde ouvrier des usines. Mais ça bouge, Non, les on lignes sera dans ont la bougé déjà. flexibilité. D'accord. Oui. Ça dépend si on est en Ingrid révolution Nappi. ou pas, ou si c'est une crise. Ah, même le mot révolution, vous me le contestez. Vous êtes une Dans ce contestatrice, Ingrid Nappi, hein, sur ce Il vaut plateau. mieux, non? Vous contestez même le mot révolution, alors que vous avez introduit notre débat en disant On est dans une qu'effectivement... révolution du bureau, et pas du télétravail. C'est une Je ne suis pas évolution. sûre. Ah, donc vous C'est n'êtes une pas... évolution, voilà. Non, D'accord. moi, je n'ai jamais parlé de révolution. J'ai toujours dit c'est une évolution. Le télétravail, ça existe quand même depuis Oui. le début Non, mais des sauf que années là, 90. L'évolution, dans Donc le là, sens, c'est on tout le monde, évolue. là. Voilà. Enfin, il s'est quand même généralisé pendant Voilà. une période contrainte où les salariés l'ont découvert. J'ai On une voit aussi les travers du télétravail. Oui, Donc, bien il y a sûr. un temps d'ajustement. Ouais. Ça a été Isolement, vous l'avez dit, burn-out. Bruno. Voilà, et là on en parle de plus en plus aussi, donc il faut attendre que ça se stabilise. Mesdames les chercheuses et professeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos étudiantes et étudiants? Parce que vous avez ces débats-là avec vos étudiantes. Oui. Ceux qui vont être sur le marché du travail dans 1, 2, 3 ans. Ils vous disent, mais nous, c'est le télétravail, nous, c'est l'hybride. Comment ils regardent cette société qui se dessine devant eux? En tout cas, ils sont contents de revenir sur nos campus. Je pense que c'est Ah. généralisé. C'est déjà l'idée de... Ils sont contents de se retrouver dans les cafétérias, de se retrouver. Mais ça, c'est donc, parce qu'il y a la sociabilité le télétravail étudiante. qui est là pour un étudiant qui est de faire un cours sur Zoom ou autre. Non. Ça, c'est terminé. Invivable. Pratiquement. Mais le questionnement qui est émergent Non, mais au-delà de chez ça. les étudiants, c'est le contrôle. C'est les questions On est d'accord. que moi j'ai en retour. On a été à distance, on nous a contrôlés, on nous a pas contrôlés, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est-à-dire que eux, jeunes adultes, futurs managers, vont devenir soit des gens sous contrôle, soit des gens qui vont contrôler ou pas. Mais la relation, finalement, elle est à construire, Mais- à co-construire. C'est un sujet de débat qu'on pourrait rouvrir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On a besoin des managers? Parce que quand j'entends des salariés, mais gens, vous souriez, mais il y a des salariés qui disent, mais je suis en autonomie, je gère mon poste exactement, j'ai une productivité supérieure. Oui, mais alors Est-ce moi, que j'ai besoin d'être contrôlé? je suis toujours surprise qu'on reste très français, en fait, très franco-français, ou en tout cas peut-être propre à la région francilienne. Mais aujourd'hui, on est dans une concurrence quand même globale, internationale. Mondial, bien sûr. Ça se passe pas
pas comme ça dans les pays asiatiques. Donc, c'est pas notre culture non plus, si je m'autorise à la structure éducative. Aux États-Unis, où on revient au travail. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir un peu l'horizon et regarder ce qui se passe dans les autres pays. Non, c'est intéressant ce que vous dites. On est un peu dans un doux rêve, quoi. Bah voilà. Et la concurrence tertiaire, elle existe, elle est là, elle est à prendre en compte. C'est donc, tout à fait à un moment donné, les entreprises, notamment les grands groupes, soit des banques, des groupes industriels, ils sont globaux aujourd'hui, ils sont internationaux. Donc, la pratique du télétravail, et ils voient ailleurs. entre Nantes et Paris, excusez-moi, c'est typiquement français. Ouais. On ouvre. Ouais, on ouvre, c'est intéressant. On lève la caméra et on va dans le monde. Donc c'est un doux rêve, quoi, de se dire, après tout, ce monde du télétravail est idéal. Ou alors on y va doucement, mais sûrement. Il y a des avantages et des bénéfices qui ont été mis en exergue pendant le confinement, mais aussi beaucoup d'inconvénients et de risques qui n'étaient pas apparus avant. Qu'on a évoqué. Et notamment le problème de la délocalisation. Parce qu'avant, les gens disaient oui, moi je suis très qualifié et finalement on ne peut pas me remplacer. On peut se faire concurrencer par quelqu'un d'Allemagne, de Pologne, de plus loin et d'Asie. Un enseignant-chercheur qui serait à Berlin, il fait le même cours que je vais faire à Amiens ou à Paris. Juste un petit problème de droit du travail. Il peut me concurrencer, voilà, exactement. On en revient, vous voyez, au problème du droit. Oui. Voilà, il faut que le droit, parce que sinon c'est impossible. Nous avons un carcan en France qui est effectivement le droit, mais après c'est aussi une protection. C'est vrai, ça non, mais il y a un débat ouvert sur l'épaisseur de ce code du travail, mais son volet protecteur. Virginie Achard, j'aimerais avoir votre point de vue, vous êtes plus loin parce que vous n'êtes pas en plateau, mais ce débat est passionnant parce qu'on a comme ça des idées reçues, une sorte de passion du télétravail, et puis là, je suis un peu douché, moi, en plateau. Là, je me dis, bon, je regarde plus le sujet de la même manière. Vous aussi, vous êtes plus prudente sur ce télétravail, espèce de doux rêve, où, comme ça, il n'y a plus de manager, on fait un peu ce qu'on veut, on prend le train, on revient, on vit à Tenerife, on repart. Non, je serais quand même mesurée. Avec Caroline, on a eu un élément qui est apparu dans nos études, c'est aussi la notion de confiance, si vous voulez. C'est que le télétravail ne fonctionne aussi que avec une confiance induite entre le manager et le manager. Et ça, elle n'est pas, si vous voulez, innée, elle n'existe pas tout de suite. Donc, il faut la créer. Il y a le temps d'avoir travaillé ensemble, en équipe, etc. Donc, le télétravail n'est pas en soi aussi évident que cela. Et la relation manager-manager, c'est celle qu'il faut effectivement, sur laquelle il faut insister. C'est celle qui est la plus riche, mais qui va conditionner la forme de télétravail selon nos travaux. Merci Virginie, vous allez revenir dans 6 mois, Ingrid Nappi, pour contester tous nos titres, dire que non, c'est pas vrai, on s'est trompé, ou pour savoir tout simplement si ce télétravail est entré réellement dans les mœurs et comment finalement nous nous sommes adaptés, et je pense aux entreprises, notamment aux grands groupes, parce que vous ouvrez un débat intéressant sur comment ça se passe ailleurs dans le monde, est-ce qu'on rentre au travail ou est-ce qu'on est parti sur ce mode finalement très franco-français. J'ai oublié de présenter votre livre, Ingrid Nappi, Révolution de bureau. Ce livre, justement, revient sur toutes ces évolutions. On a parlé du flex office et de toutes les autres possibilités des tiers-lieux. On en parlera d'ailleurs dans quelques semaines de ces tiers-lieux. Je remercie évidemment Caroline Diard, enseignante-chercheuse. Je remercie Ingrid Nappi, qui est professeure à l'ESSEC. Caroline Diard, je n'ai pas présenté tout à l'heure prévention des risques psychosociaux et des accidents du travail, mais vous l'avez présenté vous-même en évoquant ce travail. Et puis les 28 missions opérationnelles de GRH chez Duno. Et le précédent était chez Maxima. Merci Virginie Achard d'être venue sur notre plateau. Vous avez mené une étude approfondie sur justement ce télétravail en période de confinement, et je sais que vous reviendrez physiquement nous parler dans 6 mois. Tiens, on se donne rendez-vous dans 6 mois pour savoir concrètement comment a évolué ce télétravail. Est-ce qu'il est toujours aussi bien vécu ou mal vécu par les salariés? Enseignante-chercheuse et doyenne déléguée à l'EM Normandie. Merci mesdames d'être venues me rendre visite dans Smart Job, c'est un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, qui est la dernière rubrique de notre émission. On s'intéresse aux soignants. Alors on en a beaucoup parlé pendant le Covid, des soignants souvent du service public ou de cliniques privées salariés, mais s'ils devenaient finalement profession libérale, c'est possible, on en parle tout de suite.